Bienvenue à tous sur le podcast 1000RC. Aujourd'hui, on reçoit Yves Dupont pour un sujet qui est passionnant, la physique quantique. Donc Yves, tu es docteur en physique théorique, agrégé de physique, professeur en classe préparatoire aux grandes écoles, normalien et donc auteur de ce livre dont on va discuter aujourd'hui. Bienvenue. Merci. Alors, la thèse générale de ce livre, c'est que la physique quantique révèle une réalité plus fondamentale que le monde physique et pointe vers l'existence de Dieu. On va discuter de tout cela aujourd'hui. Premièrement, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre ? J'ai toujours aimé faire de la physique quantique. Je voudrais signaler aussi que c'est pas un livre de physique véritablement. Ça pour dire qu'il est abordable par tout le monde. J'ai appelé ça le monde quantique précisément parce qu'il n'y a pas d'équation, c'est pas un traité de physique. Et cette physique est fascinante. Donc elle m'a fasciné depuis que je suis tout jeune. J'ai toujours rêvé de mieux la comprendre. Alors j'ai fait ce qu'il fallait pour la comprendre. J'ai été un peu professionnel en physique quantique en quelque sorte. Et j'ai eu l'opportunité, par la rencontre avec Olivier Bonassi et toute l'équipe de Dieu, la science, l'épreuve, de creuser la question. Et finalement, ça aboutit à cette réflexion. Ok. Alors on va commencer. Alors évidemment, lorsqu'on parle de physique quantique, ça peut faire peur. Mais qu'est-ce que la physique quantique ? Est-ce que tu peux la définir et est-ce que tu peux nous décrire les concepts fondamentaux ? Alors c'est fondamentalement la physique de l'infiniment petit, même si on peut penser qu'elle se généralise à d'autres échelles. Là, pourquoi quantique ? Parce que les quantas, ce sont des échelles incompressibles de grandeur. C'est comme si votre vitesse de voiture pouvait prendre que des valeurs qu'on dit discrètes, 20, 30, 40 km/h et pas d'autres valeurs. On dirait qu'elles sont quantifiées. Donc le terme quantique vient de là. Alors maintenant, la physique quantique, c'est fascinant. En 1920, il a fallu construire une nouvelle physique. Et s'y sont appelés des très grands cerveaux, dont Heisenberg, Pauli, De Broglie. Et la première chose extraordinaire qui est apparue, c'est l'idée qu'à toute particule, on associe une onde. Idée totalement invraisemblable. D'ailleurs, le jury de thèse ne voulait pas donner sa thèse à Louis de Broglie. Il a fallu l'intervention d'Einstein, qui a dit « Ce jeune Français a soulevé un coin du voile ». Alors, tout le monde s'est rangé à son idée. Une onde associée à une particule, ça paraît assez délirant. Et finalement, c'est très abstrait, parce que c'est pas une onde, c'est ce qu'on voit sur la crête de l'eau lorsqu'il y a des vagues. Mais là, c'est une onde mathématique qui se développe dans un espace abstrait de nombres complexes. Et quand il n'y a qu'une particule, elle se propage dans l'espace à 3 dimensions. Mais quand il y a un grand nombre de particules, elle se propage, il n'y a qu'une fonction d'onde, il n'y a qu'une onde, et elle se propage dans un espace beaucoup plus vaste qui est abstrait, qu'on peut appeler l'espace des configurations. C'est-à-dire que d'emblée, on donne une entité très abstraite pour décrire, au début, pour prévoir les résultats d'expérience sur les particules. On se rend compte qu'en vérité, cette onde prend le pas sur les particules. Les particules, on les voit quand on les détecte. Mais quand vous prenez des particules, vous l'envoyez et elle arrive in fine sur un détecteur, entre les deux, pendant son vol, personne ne peut prévoir où elle se trouve. Il n'y a plus de trajectoire, il n'y a plus de localisation. Oh. Et la seule chose qui existe, c'est l'onde. C'est-à-dire que l'onde en dit plus en quelque sorte. D'accord. Et un certain nombre d'expériences montrent que tout se passe comme si la particule passait par 2 endroits différents. C'est parce que l'onde passe par 2 endroits différents. Il faut renoncer à l'idée de petits grains de moutarde qui se promènent. D'accord, ok. Donc à l'échelle de l'infiniment petit, les objets ne se comportent pas comme des petits grains de sable qui se déplacent, mais ça devient des objets abstraits, mathématiques, qui circulent. Voilà. Ça. Du coup, il y a aussi quelque chose de très, très nouveau par rapport à la physique classique, c'est la superposition. On peut superposer les états. Si on envoie, par exemple, une particule sur une lame dite semi-réfléchissante, la particule peut aller tout droit ou être réfléchie. Quand vous envoyez un faisceau lumineux, il y a une partie qui va tout droit et l'autre partie qui réfléchit. Mais si vous envoyez les particules une à une, comment savoir si elles vont aller tout droit ou être réfléchies ? Personne ne peut le dire parce qu'elles sont toutes identiques. Alors évidemment, comme elles font l'un ou l'autre de façon a priori aléatoire, il n'y a aucune raison de le prévoir. Donc la seule façon de décrire quantiquement l'affaire, c'est plus de parler de particules qui traversent, c'est de parler d'ondes. Et de dire qu'en fait, l'onde de la particule, c'est la superposition de l'état transmis et de l'état réfléchi. Parce que l'onde, elle fait les deux, mais pas la particule. Alors ça paraît très, très étonnant. Et cette superposition se réduit quand je détecte la particule. Parce qu'une fois qu'on a détecté la particule, par exemple celle qui est allée tout droit, eh bien, l'onde s'effondre en quelque sorte pour ne laisser que celle qui a été transmise. Mais tant qu'on n'a pas détecté, eh bien, on ne peut plus dire qu'il y a de particules qui passent à droite ou à gauche. C'est une onde globale.
Et ça, c'est le principe de superposition qui est extrêmement étonnant en physique quantique. Ok, est-ce qu'il y a d'autres concepts? Alors, il y en a deux autres. D'abord, il y a celui du hasard, d'un hasard irréductible, comme nous allons le voir. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'exemple que j'ai pris, la particule, je peux la retrouver allant au droit ou allant, mettons, vers la gauche, mais c'est totalement au hasard. C'est-à-dire qu'une fois que si j'en envoie une succession, il y en a une qui va passer tout droit, je ne peux pas dire avec certitude ce que va faire la suivante. Elle aura autant de chances d'aller à droite qu'à gauche. Okay. Donc, il y a un hasard irréductible et nous verrons que ça, c'est extrêmement important en physique classique. Il y a un dernier élément sur lequel nous allons parler, c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique, ou ce qu'on appelle encore le mélange des états. On prend deux particules qui sont chacune en superposition. L'une peut-être plus ou moins, mettons pour une grandeur, l'autre aussi, mais elles sont corrélées, c'est-à-dire que si l'une est plus, l'autre sera moins, et inversement. Elles sont produites au même point et elles partent l'une à l'opposé de l'autre. Et si un observateur regarde l'état, il ne peut que trouver que plus ou moins. Il va trouver plus à gauche, instantanément, la particule de l'autre côté va se figer sur l'état moins. Comme s'il y avait une communication à vitesse infinie, ce qui est impossible compte tenu des lois de la relativité dans l'espace-temps. Donc ça, c'est l'intrication qui a été abondamment étudiée à partir du XXIe siècle, ou même un peu avant, et ce qui a donné lieu au prix Nobel en particulier d'Alain Aspect, mais nous y reviendrons. À partir de tout ça, vous en arrivez à la conclusion que finalement la réalité, le monde nous est voilé. Et peut-être que je peux lire cette citation. Donc, ces morceaux de matière se sont révélés n'être en réalité que des abstractions mathématiques non locales, c'est-à-dire pouvant s'étendre sur tout l'espace et de plus n'obéissant pas au déterminisme. Ce qui a apporté un coup fatal à ce matérialisme classique. Tu expliques que la réalité en soi nous échappe et que la matière devient abstraite. Concrètement, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Alors d'abord, faut dire que le réel voilé, c'est une notion introduite par Bernard d'Espagna, qui a énormément réfléchi à ces questions. Et la citation que tu viens de faire, c'est de Farabaud et Ortoli dans leur livre « Le Quantique des quantiques ». J'ai trouvé que c'était très bien dit, donc plutôt que de les paraphraser, je les ai cités, mais je souscris totalement à cette conclusion. Mais l'idée, c'est que, par exemple, dans le cas de l'intrication quantique, vous avez deux particules. On pourrait se dire, je vais les décrire en prenant l'une et l'autre. Alors, mais l'une peut être sur Sirius et l'autre sur la Terre. Alors, comment je fais pour décrire cet ensemble qui est intriqué, c'est-à-dire qui donne lieu à des corrélations ? Si je vais sur Sirius et que je fais des mesures, je vais trouver des successions non prévisibles de plus et de moins. Je vais me dire, c'est aléatoire. Si je suis sur Terre et je regarde l'autre particule, je vais trouver des moins et des plus de la même façon. Puis je vais en rester là. Et jamais je ne verrai qu'en fait, ils sont corrélés. C'est-à-dire que quand c'est plus à Sirius, c'est moins sur la Terre. Et donc la description de l'état ne peut pas se réduire aux deux particules. C'est un tout, on appelle ça la non-séparabilité. Et ce tout, il ne se décrit que par une fonction mathématique qu'on appelle la fonction d'onde. C'est lié aux ondes qui sont associées aux particules. Et donc, le tout est plus riche que ses parties. Et le tout ne se décrit pas par des particules dans l'espace-temps. Donc, il se décrit par des entités mathématiques. Et c'est en ce sens qu'on se dit que le réel qu'on prenait comme étant effectivement des petits grains, des petites particules quasi ponctuelles dans l'espace, eh bien finalement, c'est pas ça la réalité. Il y a un autre niveau de réalité. Et c'est en cela qu'on peut parler de réel voilé. Et on reprend l'image du voile. Il y a quelque chose en dessous du monde qui nous apparaît. C'est passionnant. Et donc, la notion que tu as évoquée tout à l'heure de hasard irréductible, et la notion, on va parler aussi après du rôle de l'observateur, mais cet hasard irréductible, qu'est-ce qu'on entend par là concrètement ? Oui, parce que le hasard, c'est un terme courant. Tiens, une brique m'est tombée sur la tête, c'est vraiment un coup de pas de chance. C'est pas du hasard. J'appelle ça hasard, c'est comme un lancer de pièces de monnaie en pile ou face. C'est parce que je ne connais pas les conditions exactes du lancement. Si je les connaissais, je pourrais prévoir avec certitude sur quelle face va retomber la pièce. Donc c'est un hasard humain en quelque sorte qui n'est pas irréductible. C'est un faux hasard. C'est un hasard qui a des causes physiques. Le hasard de la physique quantique, la question est de savoir s'il a ou pas des causes physiques. D'accord. Alors, au début, Schrödinger, qui a établi une équation qui permet de trouver l'onde, la fonction d'onde, lui pensait assez naturellement qu'on allait découvrir des entités nouvelles, physiques,
qui permettrait de construire cette physique, comme on a construit la mécanique, comme on a construit la thermodynamique, ou l'électromagnétisme au 19e, où il y avait des entités nouvelles, les champs électriques, magnétiques, etc. Qui permettrait aux démons de la place, finalement, de connaître Oui, voilà. le futur. Donc, le futur, je ne sais pas, mais L'évolution de rentrer, oui, c'est ça, de rentrer dans le cadre d'un réalisme classique, déterministe a priori, et simplement, fallait soulever le voile et puis essayer de trouver des entités nouvelles. Donc, beaucoup de gens sont partis dans cette voie. Et on s'est rendu compte que finalement, il n'y en a pas. 100 ans plus tard, il n'y en a toujours pas. Alors, ce n'est pas une preuve qu'il n'y en aura pas, sauf que s'il y en avait, alors il faut reprendre l'expérience d'intrication, j'envoie du même point deux particules corrélées. Imaginons, alors je prends l'exemple des valises, qu'elles emportent avec elles ce qu'on appelle un élément de réalité que moi je ne vois pas. Par exemple, dans sa valise, elle emporte plus, donc l'autre emporte moins. Okay. Du coup, quand on les regarde, je trouve plus, donc ça casse pas des briques, si je puis dire, que l'autre soit moins. C'est assez naturel. On appelle ça des variables cachées ou des variables supplémentaires. Ça participe d'une tentative de réalisme local. Après tout, on dit c'est comme ça que ça doit être. Alors, comment savoir? Parce que l'orthodoxie quantique, si je puis dire, c'est très différent. C'est que tant que je n'ai pas déterminé l'état de la particule, il n'est pas défini. Donc, l'état plus ou moins. Donc, le plus que je vais trouver, c'est parce que je fais l'expérience dans mon laboratoire à Sirius, paf, je trouve plus. Mais avant de l'avoir trouvé, c'était aussi bien plus ou moins, c'est la superposition. Okay. Et donc, c'est très différent. La question se posait de savoir, est-ce que c'est réaliste classique ou est-ce que c'est authentiquement quantique avec une non-prédétermination et une détermination uniquement au moment où je regarde. Alors, on ne savait pas trop comment choisir et il y a un physicien qui a réfléchi à la question, il s'appelle John Bell, c'était dans les années 60 au CERN, et il a établi un critère. Et un critère quantitatif en faisant des mesures statistiques sur des salves de particules intriquées. Il dit, voilà, on calcule une certaine quantité, si elle est plus petite qu'une certaine valeur, alors c'est le réalisme classique, et si elle est plus grande, ça échappe au réalisme classique et c'est l'orthodoxie quantique. Et l'expérience d'Alain Aspect sur l'intrication, ça consistait d'abord à constater qu'il y avait bien une intrication, mais surtout à essayer de mesurer la quantité de Bell pour voir dans quel cas on était. Et là, sous ses yeux ébahis, il a vu les détecteurs, donc les calculateurs ensuite qui donnaient la quantité en question, et il a vu que à peu près dans tous les cas, on était au-dessus du seuil de Bell, donc on n'était pas dans le cas réaliste, on était dans le cas quantique pur. D'accord, ce qu'on appelle les inégalités de Bell. C'est ça. Oui. Donc dans le livre, je les présente, je crois, assez simplement, mais on peut sauter, dans le livre, on peut sauter les passages, on ne comprend pas. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de prédétermination des états. Et ça veut dire que les états ne se déterminent que quand je les fige par la mesure. D'accord. Et que ceci, avec l'intrication, ça se propage à vitesse infinie sur la particule intriquée. Autrement dit, les états apparaissent comme non prédéterminés. Ils se déterminent qu'au moment de la mesure. Et si c'est au moment de la mesure, ils sont sans causalité physique. Puisque ne pas trouver de variable cachée, c'est pas trouver la cause physique des résultats. Donc ça, on n'y reviendra pas. C'est-à-dire que la physique ne reviendra pas sur ces résultats. Non. Il n'existe pas de variable cachée locale. Locales, c'est-à-dire qui ont été créées au même point, et ensuite les particules sont parties se promener, si je puis dire. La physique ne reviendra pas là-dessus. Alain Aspect, il se trouve que j'avais visité, quand j'étais élève, son laboratoire où il montait l'expérience. En 1979, si je me souviens bien. Son travail, ça s'est étalé sur les années jusqu'en 82, 83. Moi, je disais à mes élèves, j'en parlais un peu à mes élèves, je disais chaque année, c'est anormal qu'il n'ait pas le prix Nobel. Et en fait, il n'avait pas le prix Nobel parce que certains étaient réticents à cette conclusion et voulaient en être certains ou quasi certains. Et il a fallu des expériences accumulées avec des distances de plus en plus grandes, avec une réduction des biais possibles jusqu'en 2015-2016 pour dire oui, c'est comme ça. Il n'y a pas de variable cachée, il n'y a pas de causalité au hasard quantique. C'est un vrai hasard, un hasard absolu. Et c'est si vrai que Nicolas Gisin, qui travaille à Genève et qui a fait des expériences d'intrication quantique sur des distances beaucoup plus importantes, a écrit beaucoup d'articles, il a écrit un livre qui s'appelle « L'impensable hasard ». C'est un hasard qu'on ne peut pas penser. Il fabrique des simulateurs aléatoires quantiques. Bon, c'est une petite boîte, hein, et vous cliquez sur l'interrupteur, pouf, ça vous sort des séries de nombres qui correspondent à des mesures quantiques, en fait.
et qui sont aléatoires, rigoureusement aléatoires. Ça veut dire que quand vous avez une série de nombres qui sont sortis, mettons des 1 et des 0, vous regardez cette série, vous êtes dans l'impossibilité de prévoir le suivant. Ça va être aléatoire. Tous les algorithmes informatiques aléatoires ont plus ou moins un biais. C'est-à-dire un petit malin peut toujours essayer de prévoir ce qui va suivre. Et là, il les vend dans le monde entier parce que c'est un hasard pur. D'accord. Et donc un hasard sans cause physique. Parce que s'il avait une cause physique, on pourrait le prévoir. Voilà, donc il n'a pas de cause physique, mais ça veut pas dire qu'il n'a pas de cause du tout. Absolument. Voilà, parce que Alors, ça nous amène quelque part tout ça. Et à la question justement où la physique rencontre donc la métaphysique, pourquoi on en arrive là? Alors déjà, vous l'avez dit, on admet en philosophie assez naturellement que tout est fait à une cause. Le seul être sans cause, c'est l'être incréé, donc c'est Dieu, quoi. Mais en dehors de ça, tout est fait à une cause. Donc on imagine assez mal, et là c'est pas en plus un seul effet, ça se répète à des milliards de fois par seconde dans le monde, ces tirages qui se font lorsque les particules interagissent avec des corps macroscopiques, c'est-à-dire plus grands. Donc il y a bien une cause derrière tout ça. Et donc la question est de trouver cette cause. Alors, je ne suis pas arrivé directement à la question métaphysique par cette affaire de cause, c'est plus par l'affaire de la description des choses. C'est-à-dire que toute la description des mesures et surtout de l'intrication se fait par des êtres mathématiques. On en arrive à l'idée, je l'ai déjà dit, que les objets mathématiques représentent mieux le réel que les objets physiques. Donc j'ai beaucoup lu les écrits d'un philosophe physicien très fort, Michel Bitbol, qui dit que pour des gens, pour un certain nombre de physiciens et de penseurs, le réel est mieux décrit par les objets mathématiques que par les objets physiques. Il y a même un théorème qui s'appelle dit théorème ontique, qui montre que la fonction d'onde est plus proche de la réalité en soi, c'est la réalité ontologique, que les objets eux-mêmes. Ensuite, vous vous demandez, mais comment donc un objet mathématique, qui est a priori le fruit de ma pensée, peut être plus proche du réel qu'un objet que je vois là devant moi? Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, j'ai poussé un petit peu l'analyse pour m'intéresser aussi aux mathématiques, et peut-être qu'on y reviendra, avec l'idée que, suite aux travaux du mathématicien Gödel et d'autres travaux plus récents, les mathématiques apparaissent très nettement comme étant un monde platonicien d'idées et finalement les mathématiciens ne construisent pas les maths, mais ils les découvrent. Oui, voilà. Tout à fait. Et donc il y a quand même un certain nombre de penseurs qui sont sur cette ligne. Et donc l'idée finalement, on a la chaîne, fonction onde mathématique qui est plus proche du réel. Elle est mathématique parce que finalement elle est le fruit d'idées qui sont platoniciennes hors du monde en quelque sorte. Et à la suite d'un certain nombre de philosophes, je me suis dit, les idées, c'est qu'il y a quelqu'un qui les pense, et ce quelqu'un, c'est l'esprit omniscient. On peut peut-être s'arrêter un petit peu sur les mathématiques, puisqu'on y est. Donc, il y a cette idée que les mathématiques, finalement, on les découvre. Et on parlait de cet exemple tout à l'heure. Donc, par exemple, on a inventé les nombres complexes pour résoudre les équations polynomiales. Et à partir de cette découverte, on s'est rendu compte qu'on en avait besoin pour décrire la réalité. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Vous parlez du spin. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu, nous expliquer pourquoi les mathématiques se découvrent et ne s'inventent pas, et en quoi c'est extraordinaire? Alors, elles se découvrent et ne s'inventent pas, ça c'est vraiment lié au théorème de Gödel, qui explique que quel que soit le système d'axiomes que vous avez, le schéma classique des maths, c'est de dire j'ai des axiomes, et à partir des axiomes, je fais des raisonnements logiques et j'en déduis des propriétés. Il a montré qu'il existera toujours des propriétés vraies, non démontrables, en dehors finalement des axiomes et de celles que je peux trouver. Ça a été amplifié par un mathématicien de génie qui s'appelle Grégory Chétine, donc c'est beaucoup plus récent, qui arrive à l'idée que les propriétés démontrables sont en nombre infini, fort bien, que les propriétés non démontrables sont en nombre infini, et que l'ensemble du non démontrable est gigantesque par rapport à l'ensemble du démontrable. Donc là, vous vous dites, comment donc est-ce qu'une construction humaine pourrait entrevoir cette espèce de montagne à laquelle je n'accéderai jamais? C'est pas de moi. Donc elle existe par ailleurs. Alors, en tout cas, c'est la thèse que je défends.
Et puis, les gens qui travaillent là-dessus, alors en France, il y a le médaille Fields, Alain Cohn, lui, il est très partisan de cette option. Donc, il y a des vidéos où il est très sympathique, il explique les choses très bien. Et alors maintenant, en ce qui concerne la physique, et surtout la physique quantique, la physique classique, les maths apparaissent un peu, comme on dit, comme un outil, c'est-à-dire que c'est pratique pour résoudre les problèmes. Voilà, ça marche très bien. En physique quantique, les maths deviennent essentielles pour la conception des choses et finalement leur description après. Alors l'exemple du spin, le spin c'est une caractéristique dynamique des particules. Souvent on donne une analogie en disant c'est comme si la particule tournait sur elle-même. En fait c'est faux, parce que ça ne tient pas la route pour toutes sortes de raisons. Donc c'est pas ça. Surtout que la particule elle peut être quasi ponctuelle, enfin bref, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On a étudié les rotations, ça c'est lié aux rotations dans l'espace. Et puis on a défini une entité mathématique, une structure mathématique qui s'appelle le groupe des rotations. Ensuite, on s'est intéressé, mais ça c'est vraiment mathématique, à des représentations abstraites du groupe des rotations dans d'autres espaces mathématiques. Et on a trouvé qu'alors, il y avait un groupe plus large, qui contient le premier, qui avait des représentations et qui correspondent à un spin 1,5, c'est-à-dire demi-entier. C'est complètement mathématique. Et c'est Wolfgang Pauli qui a mis ça en place. Et il se trouve qu'un électron, par exemple, il a un spin demi-entier, c'est-à-dire qu'il correspond à cette description-là et qui se fait totalement ailleurs. Ouais. Donc on se dit, c'est quand même curieux que ces structures mathématiques correspondent aussi précisément à des choses extrêmement fines que je ne peux pas déceler et surtout que je ne peux pas expliquer autrement que par les maths. Je ne peux pas vous expliquer ce que c'est qu'un spin, autrement qu'une image mais qui est fausse. Oui. Je ne peux pas vous expliquer ce que c'est, autrement que par des mathématiques. Et pourtant, c'est la réalité. Et ça correspond parfaitement à la réalité. Et alors, c'est encore mieux que ça, parce que le fait que l'électron est un spin demi-entier, ça lui interdit d'occuper deux états quantiques égaux, de deux mêmes états quantiques. Donc ça explique l'intrication un peu. Ça explique surtout la structure atomique. Parce que dans une structure atomique, c'est un peu comme une maison qui a des étages. Vous peuplez les étages. Okay. Mais le plus simple, c'est que tout le monde aille dormir dans la chambre en bas. Et donc, à ce moment-là, tous les atomes auraient grosso modo les mêmes niveaux d'énergie. Okay. Or, le fait qu'il y ait un spin 1,5, mais c'est exactement lié à cela, c'est apparu un peu plus tard, fait que deux électrons peuvent pas coucher dans la même chambre, typiquement. En tout cas, deux peut-être, peut-être bêche, mais pas trois. Et donc, quand vous remplissez les étages, vous êtes obligé de remplir les étages, ce qui fait la diversité et la richesse du monde atomique. Et s'il n'y avait pas cette richesse, il n'y aurait pas la réaction chimique, il n'y aurait pas la vie, il n'y aurait rien. Donc, les mathématiques qui décrivent ça ont été découvertes avant l'observation. Oui, tout à fait. Du comportement des électrons. Oui, tout à fait. On n'a pas construit des maths pour... C'est ça. Oui, alors ça, c'est aussi un renversement un peu dans l'épistémologie de la physique. C'est qu'avant, on observait et on construisait un modèle. Maintenant, on a eu des modèles mathématiques qui donnent lieu à des conséquences qu'on observe. Et ça, comme vous dites, c'est incroyable. Ouais. Bon, je peux vous citer l'exemple des quarks. Les quarks, ce sont trois particules un peu bizarres parce qu'elles sont dites confinées, qui sont constitutives, par exemple, des protons et des neutrons. Pour faire un proton, il faut trois quarks. Comment est-ce qu'on en a eu l'idée? C'est Gell-Mann et Lehman, deux physiciens américains, l'un israélien, qui ont étudié un groupe de transformation totalement abstrait, dans un espace totalement abstrait, donc je ne rentre pas dans les détails, qui ont regardé les représentations de ce groupe, qui ont une idée fulgurante, et dire tiens, il y a un trou dans la représentation, il n'y a pas la représentation de base, il n'y a pas la représentation à 3. Donc il doit bien y avoir 3 particules de base quelque part. Okay. Et bien c'est les quarks qui on les a trouvés. Et on les a trouvés accidentellement. Mais c'est sorti d'une idée totalement abstraite. Alors, c'est un peu différent parce que la symétrie qu'ils ont considérée est un peu approchée, alors que dans le cas du spin, c'est parfaitement rigoureux, c'est exactement ça. Et quelles autres contributions vont dans le sens de l'impossibilité des variables cachées locales? Alors ça, c'est aussi assez extraordinaire, c'est un théorème de mathématiques qui a été trouvé dans les années 60 par deux mathématiciens, Cauchy et Specker. Ajoutons que Specker a été pasteur luthérien à Zurich et intrigué, intéressé par la question de l'omniscience divine et du libre arbitre. Parce que ça, on dit ça, si Dieu est omniscient, ma liberté n'est qu'apparente. Eh bien, il y a une forme de conclusion qui apparaît suite à ces travaux. Alors, l'idée, c'est que la physique quantique est dite contextuelle. C'est-à-dire que quand je fais une mesure d'un panel de grandeur, et si ensuite je refais une mesure avec un autre panel dont certaines variables sont différentes,
je remets tous les compteurs à zéro. Ça, c'est un peu lié, c'est totalement lié au principe d'Eisenberg de variables incompatibles. Ok. Donc, quand je vais faire mes mesures, à chaque fois, c'est une nouveauté. Voilà. Or, les contextes peuvent être en nombre considérable. Autrement dit, si les états sont prédéterminés, il faut que la particule qui part, pour être mesurée, ait dans ses valises une valise énorme. Il faut qu'elle ait les réponses à tous les contextes qui sont différents. L'ensemble des configurations. L'ensemble des configurations possibles. Et l'idée, finalement, du théorème, c'est de dire, les valises sont trop petites. Mais je pense à ça quand je prends l'avion. Des gens, ils ont vraiment des valises contextuelles. Non contextuelles, c'est épouvantable. La physique quantique est contextuelle. Et donc, le théorème Cauchy-Specker, ça montre que les états ne peuvent pas, là aussi, être prédéterminés, mais par une autre méthode, finalement. Ce n'est pas une expérience sur l'intrication, c'est un théorème mathématique. D'accord. Et ce théorème a finalement une hypothèse sous-jacente, c'est que les contextes sont choisis librement par l'expérimentateur. Sinon, il pourrait y avoir un biais. C'est incroyable. Et donc, il y a... Ça introduit dans libre arbitre. Le libre arbitre. Ensuite, se pose la question, alors je détaille ça un peu dans le livre, de dire, mais finalement, si je ne suis pas là, s'il n'y a pas d'observateur, qu'est-ce qui détermine les contextes et les réponses? Alors, il y a une analyse qui est faite par Antoine Suarez en particulier, qui est physicien donc en Suisse, de dire, finalement, l'observateur ou celui qui est à l'origine de toutes les réponses, c'est l'esprit omniscient. Et ça donne un peu une réponse à la question de Specker. L'homme est libre de choisir ses contextes, mais les réponses sont déjà déterminées par l'esprit. Il n'empêche que moi j'ai la liberté des contextes, ça fait l'histoire du monde, ça fait mon histoire librement choisie. Voilà, donc il y a une forme de réponse. Et il y a aussi la philosophie de Berkeley qui ramène à ça, parce que Berkeley, alors évidemment c'est plus ancien, avait l'idée que ce qui est important, c'est ce que l'on perçoit. C'est un peu l'expérience, comme en physique quantique. Et à un moment, il s'est dit, mais s'il n'y a personne pour percevoir, il y a quand même quelque chose. C'est Dieu. Donc, il en a vu une preuve de l'existence de Dieu. Il nous dit, être, c'est être perçu ou percevoir. Et l'idée, c'est que en permanence, l'esprit créateur envoie finalement son information pour répondre aux sollicitations des différents contextes. Alors, évidemment, je ne montre pas, mais c'est cohérent avec l'ensemble. Et Antoine Suarez fait une analyse qui est vraiment très prégnante sur cette affaire. Et donc l'idée, ça renvoie à l'idée de Saint-Augustin que Dieu, le Créateur, est en permanence au soutien de sa création. C'est la création continue. Je crois qu'il y a une phrase où il dit « S'il cesse de penser sa création, elle s'écroule. S'il cesse d'envoyer ses réponses au contexte, il n'y a plus rien. » D'accord. Je trouve ça très, très satisfaisant et très profond. Waouh. C'est incroyable. Alors, on en arrive à une question. Tu nous parles d'événements, de l'impossibilité que ces choses-là se passent dans le monde physique matériel. Est-ce que ça veut dire que le matérialisme est mort? Alors, en effet, c'est la phrase que tu as citée en introduction. C'est le fait que le matérialisme classique, parce qu'il peut y avoir un néo-matérialisme, et dans l'époque des néos, le matérialisme classique, c'est la matière. Et c'est finalement l'atomisme de Démocrite des Grecs. C'est-à-dire finalement, tout objet matériel se ramène à ses parties élémentaires. On appelle le réductionnisme. Et ça a très bien fonctionné. Alors du point de vue technique, pour prévoir des propriétés, ça marche pas trop mal. Du point de vue philosophique, c'est plus compliqué. Si les briques élémentaires s'estompent à l'analyse. Or, c'est exactement ce qui se produit en physique quantique, parce que les briques élémentaires sont les atomes, où partent les électrons des atomes, ou les noyaux des atomes, les protons des noyaux. Et ces entités-là n'ont pas de propriété en soi. Alors, pourquoi? C'est vrai qu'on ne l'a pas encore exactement dit. C'est qu'en physique classique, quand vous déterminez la propriété d'un objet, et si vous partez et qu'un autre physicien arrive, il va trouver la même valeur. On dit que la propriété est objective. Elle ne dépend pas du sujet, c'est à l'observateur. Et donc, c'est une propriété en soi, une réalité en soi. En physique quantique, généralement, il y a des superpositions. Et donc, quand vous mesurez, mettons, une énergie, vous trouvez une valeur, mais un autre physicien qui vient par la suite sur un objet comparable a trouvé une autre valeur. D'accord. Donc, vous ne pouvez pas attribuer, de toute façon, vous ne pouvez pas attribuer a priori une réalité sur cette valeur, donc objectif. C'est ce que Bernard d'Espagna appelle l'objectivité faible, c'est-à-dire que
c'est quand même objectif dans le sens où il y a des règles qui s'imposent un peu à tout le monde, Ouais. mais il n'y a pas cette objectivité forte qui permet de reconnaître une réalité en soi aux objets élémentaires. Donc en fait, ce qui détermine le réel ou la réalité d'un objet ou ses propriétés ne se trouve pas dans l'objet en lui-même. Voilà, ça ne se trouve pas dans l'objet en lui-même. Elle se trouve où? Alors, c'est la question. Donc, pour revenir au matérialisme, c'est quand même très difficile de bâtir une philosophie qui repose sur une matière qui est constituée d'éléments qui n'ont pas de réalité objective. Oui. Parce que du coup, c'est-à-dire que votre matière n'a pas de réalité objective au fond. Et donc, le matérialisme classique, bon, Farabaud et Ortoli le disent très clairement, a vécu. Donc, alors maintenant, il y a des tentatives de néo-matérialisme, ou ce qu'on appelle parfois le physicalisme, c'est d'envelopper un peu tout ce qu'on trouve et dire c'est ça la matière. Les champs quantiques, par exemple. Les champs quantiques, c'est comme les fonctions d'onde, c'est encore plus abstrait que les fonctions d'onde. Ils sont potentiels, ils ne sont pas des réalités empiriques. Oui, c'est comme les fluctuations du vide quantique. Oui. Le vide quantique, c'est aussi quelque chose de potentiel, c'est un potentiel de création de particules, mais en soi, ce n'est pas un état empirique. Alors, on ne peut pas mettre dans la matière des choses qui sont finalement des entités qui sortent de notre pensée. Ouais. Donc ça, on peut peut-être le préciser. Donc lorsqu'on parle de vide quantique ou de champ quantique, finalement, ce ne sont pas des objets matériels, ce sont des objets mathématiques. Oui. Ouais. Un champ quantique, tu fais la théorie quantique des champs, c'est potentiellement toutes les fonctions d'onde de toutes les particules qui pourraient sortir du vide. Voilà. Donc ce sont des mathématiques pures. Oui, et donc c'est un double potentiel. C'est le potentiel de création de la particule. On introduit d'ailleurs un opérateur qui s'appelle l'opérateur de création ou d'annihilation à l'inverse. Et une fois que la particule est sortie du vide, en quelque sorte, elle a une fonction d'onde, mais ce n'est pas encore l'objet empirique, qui est lui-même un potentiel de réalité empirique. Donc c'est un double potentiel. Donc la théorie quantique des champs, ça fonctionne très bien. Là aussi, c'est une curiosité mathématique assez extraordinaire, parce que ça donne des résultats extraordinaires. Mais finalement, les réalités, quand on fait des calculs, on prend un état de départ qui est une réalité empirique, un état final qui est une réalité empirique, et le reste, c'est un mode de calcul, mais on ne lui attribue pas une réalité en soi. C'est incroyable. Et c'est incroyable. C'est incroyable parce que la métaphysique rencontre la physique. Tout à fait. Ouais. Alors, ça, c'est une nouveauté aussi. Il y a effectivement un peu une bascule sur la métaphysique avec la physique quantique. J'ai envie de dire c'est une contre-bascule, parce que la première bascule, ça s'est produit avec Newton au XVIIe siècle, lorsqu'il a mathématisé ce qu'on appelait à l'époque la philosophie naturelle. La physique, terme introduit par Aristote, c'était une branche de la philosophie. Philosophie naturelle. D'accord. Étudié en particulier saint Thomas d'Aquin. Et le premier traité de Newton, c'est Principes mathématiques de la philosophie naturelle. Tout est dit. Philosophie naturelle, principes mathématiques. Et puis une fois qu'il a mathématisé, ça s'est développé, on a mathématisé de plus en plus, et du coup la physique a pris son autonomie par rapport à la philosophie, et c'est devenu un ensemble de règles de calcul, plus ou moins élaborées. Comme disait Bernard d'Espagnol, les philosophes nous prennent un peu pour des plombiers, et évolués, mais tout de même. Mais finalement, comme vivant dans des espèces de bulles, séparées des questions philosophiques. Et c'est vrai que quand vous faites de la physique classique, les questions philosophiques ne s'imposent pas. Alors que quand vous faites de la physique quantique, eh bien la question du réel en particulier, la question de l'origine du hasard par exemple, vous saute aux yeux. Oui. Et ça, ce sont des questions qui deviennent métaphysiques au sens propre du terme, au-delà de la physique, mais dans la proximité il y a de la physique, puisque si les objets type particules n'ont pas de réalité en soi, la grande question métaphysique, c'est trouver l'être et les réalités en soi des objets. C'est un grand retournement. Oui. D'ailleurs, assez extraordinaire parce que c'est la mathématisation de la physique qui l'a coupé de la philosophie et c'est l'hypermathématisation de la physique quantique qui lui fait retrouver la philosophie. Et donc c'est le grand retournement, comme dirait Olivier Bonnassière et le Frédéric Bolloré. Alors, mais allons jusqu'au bout. Donc, on a un réel qui finalement est abstrait à son niveau le plus fondamental. On voit qu'il n'existe pas en lui-même les propriétés qui lui permettent d'être ce qu'il est. Et quelles sont les conclusions majeures qu'on peut tirer concrètement? Alors, le livre s'appelle L'empreinte de Dieu dans le monde quantique. Donc, je pense qu'on en vient à l'idée d'un Dieu créateur. Oui, alors l'idée, c'est que la réalité en soi n'est pas la réalité matérielle. Il y a un autre niveau de réalité que l'analyse que je propose
conduit à associer cet autre niveau de réalité d'abord à des états potentiels, qui sont en fait pensés, qui sont des mathématiques, et donc, je dis, mais je ne suis pas le seul, qui sont pensés par un esprit, quoi. Donc on l'a déjà dit, c'est l'esprit qui ensuite soutient le monde par son envoi de réponses à tous les contextes possibles de sollicitation. Donc, c'est ce que j'appelle l'empreinte de Dieu, c'est-à-dire que ça fait une chaîne métaphysique entre l'état de l'être, l'état ontologique de la particule, c'est-à-dire d'existence en soi, la fonction d'onde qui est plus un potentiel, au sens du potentiel d'Aristote. Et d'ailleurs, Heisenberg, dans un de ses traités, l'avait déjà mentionné, la physique quantique fait la part belle au potentiel et l'état empirique. Donc, si je prends cette chaîne, on a l'idée que l'état empirique, eh bien, il provient d'un état ontologique qui est lié à l'esprit omniscient, c'est-à-dire à Dieu. Et donc, il y a une trace de Dieu. Et donc, les mathématiques seraient la manière dont Dieu ou cet esprit aurait structuré la réalité. Eh ben, pourquoi pas ? Puisque on est quand même subjugué par le fait que cette réalité s'accorde parfaitement aux mathématiques, et que les mathématiques, les théorèmes récents laissent entendre que les maths sont d'une infinité qui nous échappe, donc qui n'est pas une construction humaine, et qu'il peut y avoir effectivement l'esprit de Dieu derrière. En tout cas, nous voyons ainsi. Il faut dire qu'il y a des physiciens, dont Tegmark, qui est un grand physicien américain, qui lui a écrit un livre à ce sujet, Les mathématiques à l'origine du monde. C'est-à-dire que pour lui, toutes les structures mathématiques ont vocation à donner une réalité dans le monde. Il est partisan des univers parallèles, donc c'est un peu comme ça qu'il les justifie. Moi, j'ai peine à comprendre qu'une structure infiniment complexe puisse avoir des causes d'ailleurs par elle-même, c'est ça, et être à l'origine du monde. Tout à fait. En philosophie, on pense plutôt que l'être, il est simple. Dieu est simple, il n'est pas infiniment complexe. Tout à fait. Et généralement, les objets abstraits n'ont pas de pouvoir causal. Et voilà. Donc, il défaut une parole. Et donc, j'ai un petit chapitre aussi, un petit paragraphe où je parle de l'information sur cette chaîne métaphysique. C'est des transferts d'informations entre l'esprit omniscient, l'état ontologique du corps, son état potentiel et son état empirique qui est actualisé. Et un transfert d'informations, comme l'a fait remarquer un de mes amis, c'est la parole dans la Genèse. Oui. Quand Dieu dit, c'est un transfert d'informations. Oui. Donc on est exactement dans ce... Et puis Jean avait bien senti les choses lorsqu'il dit qu'au commencement était le Logos. Exactement. Ça correspond tout à fait. Et puis, il y a un moment où je prends aussi le point de vue du croyant, parce qu'on essaye d'être un peu prosélyte, si je puis dire. Mais c'est aussi un livre pour dire aux croyants, rassurez-vous, la physique quantique ne dit pas tout le contraire de ce que vous croyez. Oui. Au contraire, parce que quand on est chrétien, on pense qu'il y a nécessairement un lien entre le monde de Dieu et le monde matériel, puisque le christianisme, c'est l'incarnation. C'est finalement, on est dans le temps de Pâques, on croit parce que les apôtres ont vu le Christ ressuscité, ça c'est une expérience physique. Donc il y a bien un lien, le Christ ressuscité, ça va être l'ascension bientôt, quitte le monde physique pour revenir au monde de l'esprit. Donc il y a des passerelles, donc on ne peut pas être dans un monde sous une cloche de verre qui ne communique pas avec l'esprit. Oui, tout à fait. Et là, la thèse que je défends, mais je ne suis pas le seul, c'est l'idée que le monde physique a une communication avec le monde de l'esprit. C'est pas de l'animisme, c'est pas qu'il a Dieu en lui-même, il a quelque chose, quoi, une trace. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a cette idée, ça rejoint cette idée chrétienne que Dieu, en fait, soutient le monde dans son existence. Oui. Ça commence à faire beaucoup. Le christianisme, enfin la tradition judéo-chrétienne prédit un commencement. Voilà. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a une coïncidence de correspondance entre le fait avec le logos, avec le fait que Dieu soutient le monde. Oui. C'est assez... c'est ce dont vous parlez, le retournement. En fait, la science vient plutôt confirmer au fur et à mesure la pensée judéo-chrétienne sur le node. Oui. Plus elle avance subtilement, plus effectivement elle entre. D'autant que moi, je n'ai pas cherché, je ne me suis pas dit, je vais écrire un livre, il faut absolument voir comment. J'ai avancé vraiment comme une recherche de scientifique. J'ai lu des articles, j'ai lu des livres, et ça s'est cristallisé dans ma tête pour arriver à cet ouvrage. Mais j'avais pas d'idée a priori, quoi. J'aurais pu ne pas conclure, dire non, je aboutis pas à grand chose, ça dit pas grand chose. Au contraire, j'ai été subjugué par les réponses que je trouvais. Alors, où est-ce qu'en est la recherche aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'en dit
les scientifiques, vos collègues, est-ce que tous les scientifiques arrivent à la même conclusion? Est-ce que cette conclusion, ils osent pas trop la faire? Où est-ce qu'on en est? Je souris parce que la plupart n'arrivent pas à cette conclusion, mais j'ai envie de dire, ils ne se posent pas la question qui les amènerait à cette conclusion. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pour autant forcément une conclusion opposée. D'abord, quand on est scientifique, moi quand je suis avec mes élèves et je fais des calculs mathématiques, des modèles, etc., je ne me pose pas des questions métaphysiques toutes les 3 minutes. Donc, on peut vivre en tant que scientifique sans se poser jamais ces questions-là. Je cite une phrase qui est connue et qui est attribuée soit à Feynman, soit à Weinberg, des géants de la physique quantique, où quand un étudiant dans les États-Unis leur disent « Oui, mais là, je ne comprends pas bien, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce qui se passe ?» La réponse « Tais-toi et calcule ». Et donc voilà, tu tais et tu calcules. Sous-entendu, la question, elle sort de la science stricto sensu, c'est-à-dire la science rationaliste de fait d'équations. Oui. Voilà. Alors après, ça fait un moment qu'il y a des physiciens quantiques. J'ai cité Bernard Despagna, j'ai cité Antoine Suarez, j'ai cité Michel Butbol, qui se posent vraiment des questions. Michel Butbol, il fait une analyse très fouillée, très approfondie, par exemple dans un livre qui s'appelle Physique quantique et philosophie, ou Philosophie de la physique quantique. Et puis il cite des tas d'auteurs, c'est extrêmement prégnant. Je peux citer un physicien dont je cite l'un des ouvrages, qui s'appelle Alexis Genbaum, qui est orthodoxe, qui travaille au CEA, qui est polytechnicien, et il a écrit un livre assez extraordinaire où il compare l'enseignement des pères de l'Église avec ce que dit la physique quantique et l'intrication principalement. Ah oui? Oui, c'est très, très étonnant. Tout ça pour dire qu'il y a des avancées. D'accord. Ce que je peux citer aussi, c'est des théorèmes très étonnants. Il y a un théorème de libre arbitre, par exemple, qui dit que si l'observateur a un libre arbitre, la nature aussi. C'est-à-dire que, sous-entendu, ça veut dire que les résultats ne sont pas prédéfinis. Donc, c'est le libre arbitre de la réponse. D'accord. Donc, c'est le libre arbitre, pour moi, de l'esprit omniscient qui est derrière. Ce qui est amusant, c'est d'avoir des théorèmes dont l'énoncé est plus philosophique, mais la démonstration totalement mathématique. C'est un peu déroutant. J'ai cité le théorème ontique qui dit la fonction d'onde a plus à voir avec l'état ontologique que purement un état de prédiction empirique. Ça se dit avec des mots et ça se démontre avec des maths. Bon, ça c'est déjà un pas de la science dure, si je puis dire, à des questions plus métaphysiques et philosophiques. Donc je crois qu'on est là-dedans et que ça ne va pas s'affaiblir, d'autant que parfois on me dit « oui, mais tout ce que vous racontez, qui dit que dans 100 ans, je ne serai pas là pour voir, on n'aura pas tout remis en question ». Eh bien, quand je vois le développement de la science théorique à l'heure actuelle, que ce soit théorie des cordes, gravité à boucle, ça, c'est d'une complexité mathématique bien supérieure à celle de la physique quantique. La théorie des cordes, c'est très complexe. D'ailleurs, ça fait avancer les maths. Donc, ça veut dire que si on progresse sur ces voies-là, mon argument qui est lié beaucoup à la structure des maths, il sera encore plus fort. Oui, tout à fait. Voilà. Pour conclure, si vous pouviez résumer en une seule phrase votre ouvrage, votre argumentaire, ça serait quoi? C'est que, de par sa structure de théorie ouverte et de théorie mathématisée, qui fait la part à un hasard sans cause matérielle, la physique quantique nous fait sentir la présence de Dieu derrière le monde, en tout point et en tout temps.